Trop française pour être noire, c'est la question et le titre du documentaire d'Isabelle Bonny-Claverie, un film intimiste, engagé, qui vient tout juste d'être diffusé sur la chaîne franco-allemande Arte et qui montre la persistance du racisme en France. Merci Isabelle Bonny-Claverie d'être le grand témoin de ce 64 minutes. D'abord, pourquoi avoir voulu faire ce film? Est-ce que le point de départ, c'est l'affaire Jean-Paul Guerlain en 2010? Oui, si j'ai voulu faire donc, Trop noire pour être française, c'est vrai que quelques années plus tôt, j'ai été amenée de façon très spontanée à m'engager, oui, à militer, on peut dire. Ça a été une réaction épidermique, je le rappelle. Le parfumeur avait affirmé sur le journal de France 2 qu'il avait travaillé comme un nègre, même s'il ne savait pas très bien, je le cite, si les nègres avaient jamais tellement travaillé. Oui, voilà, c'est surtout cette deuxième partie de phrase qui est particulièrement offensante quand on connaît la réalité et d'esclavage et du travail forcé pendant la colonisation. Et donc voilà, donc j'ai appelé à manifester. Les manifestations ont été très, très suivies. Devant le parfumeur, enfin, la boutique du parfumeur voilà, sur les Champs-Élysées, où normalement c'est interdit. Et donc beaucoup d'associations à cette époque-là se sont rassemblées. On a négocié ensuite assez longtemps avec LVMH, le groupe dont dépend la société Guerlain. Et au sortir de tout ça, je me suis posé la question, oui, de savoir, moi, quel était le meilleur moyen pour moi de porter ces questionnements. Et il m'est apparu qu'en tant qu'auteur, en tant que réalisatrice, il fallait faire un film. Et ce genre de questionnement, de problème, ça ne vous était jamais apparu avant cela, avant cette affaire Guerlain? Si, très souvent, depuis, je dirais, depuis que je suis adulte, parce que comme je suppose la majorité des Noirs en France, je subis des discriminations, je subis des propos racistes, je subis des remarques extrêmement désagréables et qui sont liées à mon apparence, enfin à la couleur de ma peau. Et donc oui, j'ai eu plusieurs fois à réagir, mais là j'avais envie effectivement de l'exprimer, on va dire, de façon publique. Et d'aller plus loin, vous parlez de votre histoire personnelle, vous allez voir aussi des sociologues. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce film. Est-ce que pour vous, aujourd'hui en France, il y a un racisme inconscient ? Je pense qu'il est très fort. Je pense que beaucoup de gens, parmi ceux qui ne se sentent pas racistes, malgré eux, ont intégré et véhiculent des stéréotypes raciaux qui ont été construits notamment à la fin de la période de l'esclavage et pendant la colonisation, qui ont été très fortement relayés par des publicités. Oui, on les voit d'ailleurs dans votre documentaire. Oui, on en voit certaines. Banania, mais aussi et puis tout simplement même une publicité pour des bonbons où on voit une femme blanche en tenue coloniale portée par toute une série de noirs caricaturés avec des grosses bouches rose pâle. Donc voilà, donc on a baigné dans ça, on a été imprégné par ça, et je pense qu'effectivement ça joue beaucoup sur la perception que les gens ont des noirs, même quand ils n'en sont pas de façon volontaire, quand ils ne sont pas racistes de façon volontaire. Vous dites également dans le documentaire que vous regardiez petite les sketchs de Michel Leb, que vous ne les aimiez pas, mais que vous n'aviez pas forcément conscience à l'époque que c'était raciste et que personne n'en avait vraiment conscience. En tout cas, personne ne le disait, ne le formulait. On le disait, et puis je pense qu'effectivement, quand personne n'en parle, c'est difficile du coup d'avoir des repères et de se positionner. Si on ne vous dit pas c'est inadmissible que ce type caricature de cette façon-là les Africains, avec cet accent, les comparant à des singes, à des bêtes sexuelles aussi. Exactement. Et que c'est admis dans la culture populaire et qu'on en rit. C'est dur de trouver les repères. Et ça, c'est très, très important. Alors, vous avez évolué dans un milieu très privilégié, vous le dites, plutôt conservateur, avec une éducation vieille France. Votre père y tenait. Et on vous voit dans le film aller à la rencontre des membres du cercle anglais de Pau, un club très élitiste auquel votre père appartenait. Je vous propose tout de suite de voir un extrait de cette scène. Comme tous les maîtres d'équipage du Pau Hunt, il était membre du Cercle Anglais, le club de la bonne société de la ville. Comment elle se définit de la bonne société de Pau ? C'est très difficile à dire. C'est naturel, je pense. Il y a des notaires, il y a des avocats, il y a des chefs d'entreprise. Maintenant, on n'a personne de race
d'autres couleurs, on va dire, dans notre cercle. Bon, il n'y a que des Français, des Anglais et des Américains, mais voilà. Mais pas de non, mais s'il y avait un Noir là-bas qui valait le coup de rentrer au cercle, moi, en tant que président, certainement, je le prendrais avec plaisir. Si c'est quelqu'un qui amène quelque chose parce que il a une intelligence et un savoir-vivre aussi, voilà, il faut quand même un savoir-vivre. Il faut quand même un savoir-vivre. On sent beaucoup de gêne de la part de ce monsieur. Et dans le cercle, vous le rappelez, il n'y a que des blancs, pas de noirs. C'est assez choquant, cette scène. Ça vous a choqué aussi en allant à la tournée ? Vous avez eu un rejet, vous, de ce milieu dans lequel vous avez évolué ? Oui, je me suis posé des questions après. C'est vrai que je n'ai pas subi directement des attaques racistes, mais je pense... Mais vous dites dans le film qu'il y avait une condescendance, malgré tout, parmi les gens qui ne connaissaient pas votre histoire. C'est-à-dire quand j'étais avec mes parents dans ce milieu-là, comme ils y étaient parfaitement insérés, je pense qu'on s'abstenait de toutes sortes de remarques, ou alors, sauf parfois, on disait, j'ai entendu dire à ma mère, mais vous êtes différente, vous n'êtes pas comme les autres. Mais ensuite, quand moi, en tant qu'adulte, j'ai été amenée à fréquenter des personnes de cette catégorie sociale-là qui n'avaient pas mon background, je voyais bien qu'on plaquait tout de suite sur moi. Donc oui, toutes sortes de préjugés, du mépris, etc. Mais je pense que, par exemple, ce monsieur qu'on voit à l'écran, je suis certaine, si on l'interroge, qu'il ne se considère pas comme raciste et qui sera sans doute de bonne foi, parce que voilà, c'est sa vision du monde, et dans sa vision du monde, il n'y a pas de noir. Et donc je pense qu'il y a une très grande, d'une part, méconnaissance de l'autre, et du coup qui entraîne effectivement des stéréotypes, des préjugés, du racisme. Je vous demandais s'il y avait eu un rejet de votre part de ce milieu à un moment, parce que j'aimerais savoir si ça a façonné votre conscience politique, parce que c'est un film engagé. Oui, c'est un film engagé. Oui, je pense que c'est un milieu avec lequel j'ai pris mes distances, parce que je me suis aperçue que les bases de l'acceptation dans, on va dire, les sphères très bourgeoises ou très éduquées de ce pays se font sur des critères qui sont uniquement franco-français. C'est-à-dire qu'en fait, on ne vous accepte que si vous faites la preuve que vous êtes assimilé. Mais on ne vous laisse jamais l'espace réel pour exprimer aussi votre part culturelle qui vient d'ailleurs, donc dans mon cas africaine, et ça, il n'y a pas de place pour ça. Et moi, j'estime qu'effectivement, je n'ai pas à m'assimiler, je n'ai pas d'ailleurs non plus à m'intégrer. Alors, il y a une question intéressante aussi qui est abordée dans le film, c'est la question des statistiques ethniques. Quelle est votre position là-dessus ? Le directeur... Il en faut. Il en faut. Moi, j'estime qu'il en faut, oui, c'est indispensable. Enfin, c'est quelque chose de basique. On ne soigne pas une maladie qu'on n'a pas diagnostiquée de façon exacte et précise. Donc là, on travaille à partir d'approximations. Donc on est dans une sorte de grand flou. On a du mal à définir, d'ailleurs on le voit dans le film, la part de la population noire en France. C'est un gros tabou, puisqu'on n'est pas supposé poser la question aux gens de quelle couleur vous percevez-vous, de quelle couleur les autres vous perçoivent. Donc effectivement... Mais il n'y a pas un problème éthique pour vous, justement, à demander la couleur de peau des citoyens ? Absolument pas, parce que de toute façon, cette couleur, elle est visible dans la vie de tous les jours, dans les interactions quotidiennes, et que de toute façon, on vous désigne par rapport à ça. On vous dit, la black, j'ai vu des blacks. Donc les gens en tiennent compte. Il y a simplement une sorte de voile que je trouve pour ma part très hypocrite. Il faut être pragmatique, selon vous. C'est au-delà du pragmatisme, c'est que si on s'en réfère, puisque cette interdiction des statistiques ethniques, elle est liée à une interprétation de la Constitution et de l'article 1 de la Constitution. Si on estime qu'on doit garantir une égalité sans tenir compte de la race, etc., ça veut dire que l'État a vraiment une responsabilité de donner cette responsabilité à tous. Donc maintenant, quels outils il emploie pour garantir l'égalité. Et il n'y en a pas, en fait. Dernière question. On vous voit dans le film avec des enfants. Ce sont vos enfants ? Ce sont mes enfants, oui. Est-ce qu'il y a déjà des questions pour eux sur le fait d'être noir ?
Écoutez, j'espérais qu'à leur âge, ils seraient épargnés. Ils sont tout petits. Oui, parce qu'ils sont très jeunes. Et je me rends compte que déjà, par exemple, dans leur école, certaines personnes, alors pas le personnel enseignant, mais des parents d'élèves, les désignent par rapport à leur couleur. Et je me dis, mon Dieu, mais combien de temps encore ça va durer? Parce qu'à un niveau purement personnel ou individuel, c'est quand même très lourd à porter. Merci Isabelle Boni-Clavry d'avoir été notre invitée. Je recommande d'aller voir votre documentaire Trop noir pour être française, qui est encore visible sur le site en replay d'Arte. Voilà, pendant 60 jours. Merci.